Nikdo, kromě druhého důstojníka, neměl tušení o tom, že v útrobách lodi zamořených bídou, hladem, zkaženým vasem a nepoživatelnými suchary, pod prkny ulepenými od hlíny, tiše jako anděl v koutě, chléva spí poklad. Druhý důstojník promluvil do tmy. Kapitáne, mužům dochází trpělivost. Vzadu se něco pohnulo na posteli se sloupky, ale ve špinavém světle se rýsovala ležící postava. Bledý a vyhublý kapitán se hlavou opíral o 9 polštářů. Kdyby se nepohnul, vypadal by jako mrtvý. Upřeně se díval na větve, které do alkovny prohůstaly skrz kulaté okénko. Ve vzduchu byl cítit stejný zápach, jaký bývá v pokoji nemocného. Les kolem kapitána burácel stejně jako příliv. Ať si jim dochází, odpověděl Henry Morgan chraplavým hlasem. Aspoň zapomenou národ. Druhý důstojník zapálil svíčku, která ozářila kapitánův obličej. Francouzský knír, dlouhé vlasy plné mastnoty a konopí, oči podlité 40 lety pirátského života. Plamen zbarvil jeho zuby do ruda a kůži od hlavy až po paty do žluté. Fialové kruhy pod očima zcela pohltily lícní kosti. Obličej starce, jehož tuhé vrásky vyhloubila mořská sůl. Tak a teď už nejprve ke kapitánovi Morganovi. Podle historie zemřel na Jamajce, byl pohřben jako velectěný farmář a platil dobře daně. Tak jak to, že vy jste ho tady utopil v pralese? Oui, absolument, c'est une belle liberté historique que moi j'ai prise. L'idée était la suivante. Moi j'ai habité longtemps à Lisbonne, au Portugal. Il y avait à cette époque un site internet qui s'appelait bonnenouvelle.com dans lequel il y avait la liste de tous les concours de nouvelles qui existaient en France. On te donnait 3 contraintes, 3 barrières, une date, un nombre de pages et un thème. Je me suis épuisé pendant peut-être 4 ans en étant jeune collégien à envoyer des nouvelles comme ça en France pour voir si je pouvais les gagner. Et c'était d'une certaine manière une manière de muscler le bras, de garder le bras chaud, d'apprendre à raconter une histoire, de faire une chute, de développer un personnage, de faire une structure narrative. J'ai envoyé alors imaginer une nouvelle sur un naufrage, parce que le thème était naufrage de cette année-là. Et j'avais peut-être 16 ans, c'était une nouvelle que j'ai écrite il y a 10 ans. Imaginez un bateau qui était donc naufragé sur la cime des arbres au milieu d'une forêt, de prendre le champ lexical du monde de la forêt, donc de remplacer la marée par des houles de feuilles, remplacer les bancs de poissons par des bancs de singes qui peuvent passer, remplacer la langouste par des iguanes et me permettre une sorte de presque de jeu littéraire dans lequel je faisais une sorte de naufrage au milieu d'un paysage qui était tout à fait champêtre, terrestre ou sylvestre. La nouvelle, je l'ai envoyée, je ne l'ai pas gagnée, mais elle est restée dans un tiroir pendant presque 10 ans. Bien des années plus tard, lorsque je me suis mis à travailler sur Sucre Noir, ce roman dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, et donc l'histoire d'une ferme distillerie avec une famille qui vit là, de maîtres remiers et qui s'occupe de travailler le rhum, eh bien je m'étais dit, pourquoi ne pas commencer le livre avec un chapitre qui soit comme une nouvelle, qui puisse se lire presque à part, et qui permette de donner une sorte d'atavisme de la légende de Henry Morgan. Il fallait à ce compte choisir alors un personnage qui soit tantôt réel, mais qui soit baigné d'une sorte de lumière un peu nostalgique, un peu mélancolique, un peu mystérieuse, qu'on ne sache pas exactement qui il a été ou comment il a vécu. Dans le monde de la piraterie, dans le folklore de la piraterie, dans le folklore des flibustiers, des corsaires, des gueux de mer, des frères de la côte, on retrouve énormément de personnages comme ça, puisqu'en général, toutes les aventures qu'ils avaient se passaient loin des historiens,
il y avait dans le bateau peu de gens qui savaient lire et écrire, et donc peu de personnes pour pouvoir faire la biographie de ce qu'ils vivaient. Henry Morgan fait partie, comme Barbe Noire, comme le baron de Pointils, comme tant d'autres, font partie de tous ces personnages un peu historiques, comme Pigafetta, qui a écrit magnifiquement sur Magellan, dont la réalité et la fiction sont sans cesse entremêlées et les frontières sont délicates, sont poreuses. Je me suis donc permis en effet de prendre Henry Morgan, personnage qui existe déjà, qui est mort riche et célèbre en tant que gouverneur de la Jamaïque, comme tu dis si bien, dans une gigantesque maison, avec déjà des premières plantations de canne à sucre autour, en faisant un rhum qui devait être une sorte de mauvais alcool, comme ça, un peu épais, un peu acide. Et pourquoi ne pas réutiliser cette figure en lui redonnant une deuxième vie, comme si je voulais exhumer du souvenir ce personnage et voir si avec ce timide texte, ce modeste texte, on pouvait lui donner une forme de renaissance. Vy jste francouzský spisovatel, ale zároveň se prezentujete jako také venezuelský spisovatel. Takže píšete francouzsky, nebo španělsky, nebo italsky. Jak vlastně? Který jazyk je pro vás literární? Oui, alors, ma langue littéraire, enfin, ma langue maternelle est l'espagnol. Moi, mon père est un Chilien réfugié politique de la dictature de Pinochet. Donc lui, il faisait partie du MIR, qui était les mouvements d'extrême gauche révolutionnaires contre la dictature de Pinochet. Il a donc été torturé, il a été arrêté, envoyé à Villa Grimaldi, et de Villa Grimaldi, il a été en exil politique et il est arrivé à Paris. En arrivant à Paris, il a rencontré ma mère, qui elle est une attachée agrégée culturelle de l'ambassade du Venezuela à Paris. Donc c'est une diplomate qui vivait comme ça, de la bourgeoisie vénézuélienne, et qui a rencontré alors ce beau révolutionnaire un peu sauvage, et ils se sont multipliés ensemble à Paris, et c'est pour ça alors qu'ils ont fait des enfants qui sont français. Donc, pour ne pas bousculer l'éducation, puisque chaque pays a un système éducatif différent en fonction des âges, pour ne pas bousculer l'éducation, on a donc tout simplement choisi que j'aille de lycée français en lycée français, de frontière en frontière, de capitale en capitale, et j'ai eu la vie désordonnée ça n'a rien d'extraordinaire, tous les enfants de fils de diplomates, qui se retrouvent de pays en pays, comme ça, avec une confusion de langues. Ma langue maternelle est donc l'espagnol, naturellement, parce que c'est la langue avec laquelle je parle à la maison, et bien sûr, je compte en espagnol, je rêve en espagnol, je pense en espagnol, je jure en espagnol. Cependant, le français, bien sûr, a été une sorte de langue d'art qui a été conservée non seulement par les lycées français, mais également pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus simple pour moi d'écrire le livre en français pour qu'il puisse avoir un impact médiatique à un niveau international ou même en France que si je l'avais écrit en espagnol. Si je l'avais écrit en espagnol, il aurait fallu que je le publie au Venezuela. Et au Venezuela, les maisons d'édition sont des maisons d'édition d'État. Donc c'est l'État qui publie la fabrication du livre, qui publie la distribution du livre, les droits d'auteur, la traduction, absolument tout. Et c'est ce qui fait que lorsque le livre arrive sur les tables d'une librairie, il est moins cher qu'une bouteille d'eau. Il n'y a rien de moins cher au Venezuela que les livres ou que le pétrole. Ceci pour que la lecture ne soit pas le privilège de certaines classes. Mais bien entendu, lorsque tu publies dans ces maisons d'édition, qui sont El Perro y la Rana, qui sont le Fondo Ayacucho, qui sont le Fondo Editorial de Fundarte, eh bien, tu n'as pas la possibilité de te retrouver dans une bonne situation que peut te donner une maison d'édition française comme Actes Sud ou comme Rivage. Donc l'idée était de faire une sorte de cheval de Troie, c'est-à-dire de prendre la langue française comme un cheval de Troie, arriver en France, et de pouvoir parler du Venezuela en français, avec les maisons d'édition françaises, pour tourner les yeux des Français vers le Venezuela. Vous le savez parfaitement et beaucoup mieux que moi, le monde est divisé en deux catégories, ceux qui dominent et ceux qui subissent. Ouais, la France domine, le Venezuela subit. Si je pouvais donc pouvoir rentrer en France avec la langue française, les recoins de la linguistique française, les structures françaises, l'épaisseur des personnages françaises, la force aussi médiatique que représente de publier dans une maison d'édition française avec le choix de la langue française, comme on peut le faire tant d'écrivains, en commençant par Kundera, mais tous les autres comme Jorge Semprún, comme Samuel Beckett, comme Cioran, c'est ça, comme Romain Gary, qui ont choisi le français comme langue pour pouvoir exprimer leur propre imaginaire collectif, alors
c'était une manière de contribuer à ce patrimoine international et de pouvoir rendre hommage à cet homme universel dont déjà Platon en avait dit quelques mots.